Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h03 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov reçoit Patricia Chagnon-Clever, députée RN au Parlement européen et auteur de ce livre choc, Qatargate, le résultat de plus de 20 ans d'ingérence, de complaisance idéologique et financière. Bonjour Patricia Chagnon. Bonjour. Alors, vous venez de sortir ce livre, Patricia Chagnon-Clever, vous êtes députée Identité Démocratie, c'est bien ça, au Parlement européen. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, et vous racontez beaucoup de choses dans ce pax, on peut dire, entre le Qatar et un certain nombre de puissances américaines, européennes et mondiales. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, puisque votre livre, je dois le dire, qui est très intéressant, qui se lit comme un roman policier, presque, est en train d'être traduit en anglais. Vous disiez, je ne savais pas que, à part l'Europe, c'était aussi répandu. Et on va commencer quand même on a tous entendu parler de cet incident, fait divers, etc. Dans l'appartement d'une députée socialiste, je crois, italienne, c'est bien ça, députée européenne, donc, on a trouvé dans l'appartement des valises pleines de billets, mais des valises comme ça. Déjà, ça me paraît hallucinant comment on peut laisser des valises, parce que même en dehors de tout jugement moral, on aurait pu les ranger quelque part, dans un coffre-fort, etc. Non, on laisse, c'est-à-dire qu'on a tellement un sentiment de l'impunité qu'on fait, c'est quoi ça, déjà, à votre avis ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Oui, des centaines de milliers d'euros dans des valises, voilà, comme si rien n'en était. Moi, la première question que je me posais, en fait, c'est que, vous savez, vous et moi, on peut plus déposer 1000 euros sur un compte en banque. C'est sûr. Si vous amenez 5000 euros, on dira d'où. Exactement. D'où ça vient ? Alors, la première question qui se pose quand même, c'est que, non mais c'est bizarre, si vraiment vous êtes dans la corruption avec le Qatar, qu'est-ce que vous allez faire avec 600 000 euros ? Vous pouvez pas dire, tiens, je vais acheter un appartement, je vais mettre ça sur mon compte en banque. Donc, ma première réaction, c'était ces 600 000 euros. En fait, c'est pas pour elle, ça. C'est pour distribuer auprès des autres. Des petites sommes de 10 000, 20 000, 30 000. On va acheter un sac de luxe dans une boutique de luxe. Où on va faire la fête avec des bouteilles de champagne et je ne sais pas quoi. Donc, petit week-end à Davos. Exactement. Mais quand on est un grand poisson, on se fait pas prendre avec 600 000 euros. Ça serait trop bête. Ça serait trop bête. Donc, à mon avis, ça, c'était les petites bakchiches, là, qui traînaient un peu dans les couloirs, d'ailleurs ça s'est montré, pour payer les assistants, les ex-députés, les lobbyistes au Parlement européen ou ailleurs d'ailleurs, qui sont là pour appuyer la politique que favorise le Qatar au sein du Parlement européen et dans les institutions françaises. On va en parler, mais alors effectivement, comment on a su, juste là-dessus, que c'était le Qatar, que ces beaux billets de belles banques venaient du Qatar? Ils l'ont assez rapidement dit. Le corrupteur présumé, c'est toujours en procès, mais le juge d'instruction belge a tout de suite pointé le Qatar comme l'origine de et d'ailleurs, il n'y avait pas que cette députée européenne, il y avait d'autres députés européens. Et assistants, le papa, c'est un véritable vaudeville. Enfin, il y a... mais ce qui est surprenant, c'est quand même surtout la gauche. C'est très concentré sur le Parti socialiste, sur les socialistes. Pas qu'à droite, il n'y a pas des corrompus. Non, ce n'est pas du tout ce que je vous dis. On en reviendra dessus après, Monsieur Berkov, tout à fait. D'accord. Non, mais alors justement, parlons de cela, et donc ça vous a donné effectivement l'idée de creuser un peu, enfin vous l'avez fait il y a longtemps, j'imagine que vous enquêtez depuis assez longtemps, mais c'est très intéressant parce que votre livre, c'est vous donnez l'environnement, et puis vous dites cette chose, c'est très important parce que vous le publiez in extenso, c'est la stratégie de l'action islamique, de l'alliance islamique, de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. C'est-à-dire, ça s'appelle l'ISESCO, c'est établi sur l'UNESCO, tout le monde connaît les sciences et de la culture. Et vous dites que ce protocole, que vous appelez le protocole de Doha, donc c'était au Qatar en l'an 2000. Alors, comment ça s'est passé? Revenons peut-être, et vous dites, non, c'est pas seulement l'an 2000, ça a commencé en 1979, dites-vous. Racontez-nous. Alors en fait,
L'ICESCO est une organisation, comme vous le disiez, qui un peu sur le modèle de l'UNESCO, qui intervenait au sein des pays arabes auprès des populations dans les matières d'éducation, de santé, de œuvres charitables, etc. Et il y a eu un tournant quand tout d'un coup ils se sont dit, attendez, la priorité n'est plus en fait de nous occuper pour notre organisation des populations dans les pays musulmans. Désormais, notre priorité est d'aller s'occuper des populations de la diaspora musulmane installée en Occident. Donc, on va changer de cap, de fondement de des raisons d'être notre. Et ça a été décidé ça a commencé à se décider dans les années 70, mais bien sûr, il a fallu des dizaines d'années de négociations. Quand vous lisez la stratégie, elle fait 120 pages. C'est un véritable protocole, et ça a été finalement signé par 54 pays musulmans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été signé par 2 ou 3 pays ou le Qatar avec 2 copains. Non. C'est une stratégie qui a été signée à Doha, capitale du Qatar, en 2000, par 54 pays musulmans. Ces 54 pays musulmans se mettent d'accord sur les priorités, les axes prioritaires pour intervenir, et signent ça et délèguent en fait à l'ICESCO la mise en œuvre de cette stratégie. Donc je le rappelle, stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique. Tout à fait. Donc en Occident surtout. Tout à fait. Alors, l'idée étant quoi? Alors, la stratégie étant quoi? Et d'abord, peut-être avant, puisque Doha, pourquoi le Qatar? Ah ben le Qatar, il est au cœur du système. Il est au cœur du système. La famille qatari à l'époque. Ça aurait pu être un autre pays arabo-musulman. Ah bah écoutez, le Qatar essaye depuis de très longues années de se mettre sur le plan de la géopolitique, de jouer une importance. Il est indépendant en 1971. 71. C'est ça. Et depuis ça, le Qatar essaye de se trouver une place. C'est un tout petit pays. Il y a une quarantaine de milliers de vrais Qataris. Il y a 3 millions d'habitants dans ce pays, donc la grande majorité, effectivement, sont des expatriés. Donc 40 000 Qataris de souche, disons-le. Oui, ça. Sur 3 millions d'habitants. Exactement. Donc en fait, il n'y a pas de population. C'est un pays qui, en soi, ne pèse ni par démographiquement, mais elle pèse avec quoi? Financièrement, Monsieur Berkoff. Le soft power. Exactement, elle est extrêmement riche. Et le Qatar avait envie, la famille Al-Thani du Qatar s'était mis en tête de commencer à peser non seulement dans le monde musulman, donc au sein des pays musulmans, mais également au niveau de la géopolitique du monde entier. Et avec leur argent, avec un carnet de chèques et un compte bancaire quasi illimité, alimenté par des gazodollars et des pétrodollars, effectivement, ils avaient une force de frappe tout de suite énorme. Et pour y parvenir, écoutez, 40 000 Qataris, ça va pas très loin. Vous en faites pas grand-chose, en fait. Non, c'est une petite ville de France. Exactement. Surtout que donc, ils cherchaient, en fait, avec leur argent, d'avoir une population numérique importante. Donc c'est quoi, alors, juste parce que c'est intéressant, les 3 millions, alors les autres, c'est quoi, population qui vient de partout, immigrés expatriés, oui, expatriés de partout, expatriés bien sûr de pays plutôt pauvres, de l'Asie du Sud, et des expatriés riches qui alimentent bien sûr la matière grise, les universités, etc. Donc il y a les 2 sortes d'immigration qui... Il y a l'immigration qui est bien payée, très bien payée. Exactement, qui vit très bien. Oui. Et à l'autre immigration qui fait tourner en fait la marmite, qui sont les domestiques et qui les travailleurs, exactement. Alors et donc le Qatar acquiert ce power et il se décide, et ce sont eux où ça vient de quoi? Alors l'idée de changer de cap sur l'action culturelle islamiste à l'extérieur, ça vient d'eux ou ça vient d'Égypte ou d'ailleurs? Ça vient de qui? Ça vient en fait des frères musulmans. Des réseaux des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une organisation qui a été montée en Égypte au début du XXe siècle. Exactement. Hassan el-Banna. Exactement. Oui. Et qui cherche à influencer au niveau mondial l'islam, qui croit dans l'Oumma Islamia, donc un peuple uni au niveau mondial. Contrairement aux mouvances par exemple de Nasser, qui avait un nationalisme musulman pour l'Égypte. Nationaliste arabe et laïque. Exact. Laïque. Alors,
Alors, ces frères musulmans, ils cherchent depuis des années, depuis toujours, à agrandir leur influence. D'ailleurs, ils sont la hantise dans beaucoup de pays musulmans parce qu'ils ont des réseaux et tentent de prendre le pouvoir et imposer la vision extrêmement rigoriste. Donc le Qatar s'aligne sur les frères musulmans du point de vue idéologique. Exactement. Qu'il hébergeait déjà. Beaucoup de frères musulmans expulsés de l'Égypte ont trouvé refuge au Qatar. D'ailleurs, aujourd'hui, le Qatar héberge le siège social du Hamas, par exemple. Donc, le Qatar et les frères musulmans, l'islam intégriste, c'est une longue histoire. Et donc, ils ont vu qu'il y avait là de quoi faire un mariage que j'appellerais pour ma part bien sûr diabolique, entre l'argent d'une part d'un pays richissime. Un mariage de raison idéologique. Avec des conséquences assez graves pour notre pays et notre continent. Et bien sûr, ceux qui allaient mettre ça en œuvre pour unir la diaspora musulmane en Occident. Et là, on voit bien dans ce livre que la stratégie de Doha parle de 3 axes. Alors, on va en parler tout de suite, après cette petite pause. Les 3 actes, qu'est-ce que c'est justement que la stratégie de Doha? C'est intéressant, vous allez nous l'exposer. Oui, football, corruption, ingérence Parlement européen. Comment le Qatar influence le Parlement européen? On continue d'en parler avec Patricia Chanon qui est notre invitée. Et vous, au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci à toutes vos équipes pour la radio du rugby parce que grâce à vous, on peut suivre les matchs et c'est juste génial. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, nous sommes dans tous nos États, mais il faut l'être dans tous ces États, avec Patricia Chanon, députée Identité Démocratie au Parlement européen et auteur de Qatargate. Alors, on en parlait effectivement de ce protocole de Doha, de ce que vous appelez le protocole de Doha. Donc, cette action-là, pour la résumer, parce qu'après on va voir comment elle est mise en place et comment ça se passe spécifiquement pour le Qatar, puisque le Qatar... Donc, l'idée, c'est quoi les axes principaux, les 3 axes principaux de ce protocole de Doha? Alors, au fond du protocole de Doha, c'est la volonté de faire du Qatar une sorte de capitale d'un État hybride composé de communautés musulmanes en Occident. Alors, comment on va créer ces communautés musulmanes? Comment on va créer ce nouveau peuple d'un islam rigoriste sous la direction de Doha? Comment on va s'y prendre? Écoutez, ils le disent très clairement, ça passe d'abord par l'apprentissage de la langue arabe. Je vous rappelle que toutes les populations musulmanes parlent des dialectes différents, etc., etc. Que l'Indonésie, etc. Exactement. Donc, ils disent, voilà, l'arabe... Apprenez tous l'arabe. Il faut tous apprendre l'arabe. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas que les Français soient dupes. Si partout dans les centres cultuels et culturels liés à des mosquées, on apprend l'arabe, c'est bien écrit dans le protocole de Doha que c'est essentiel pour unir le monde, ce nouveau monde islamiste. Deuxièmement, on va le créer en décrétant que l'islam rigoriste est le seul véritable islam. C'est une question qui me choque particulièrement parce qu'on avait énormément de courants. On a énormément de courants au sein de l'islam et des courants extrêmement éclairés, des courants qui ne posent strictement aucun problème à vivre en France. Sauf que on a laissé ces 20 dernières années, 30 dernières années, l'islam radical mettre sa main sur l'islam intégriste, rigoriste. Et on a dit donc, et c'est écrit également dans cette fameuse charte de protocole de Doha, oui, que vous exposez dans votre livre d'ailleurs. Que je publie en totalité, parce que je pense qu'il n'y a qu'un truc à faire, il faut que chacun le lise, pour qu'on ne croie pas mes paroles, ni quoi que ce soit, mais qu'ils lisent eux-mêmes ce qui est écrit noir sur blanc. Alors vous dites est toujours valable. C'est écrit, donc oui, là-dessus. Sur la religion, il est écrit, oui, l'islam a connu beaucoup de coutumes locales, des erreurs du vrai chemin. Donc, il est temps qu'on ramène tout le monde au vrai islam, qui est l'islam du Coran, des sunnas des sunnas de Mahomet, et donc l'islam radical. Donc, on dit très clairement, bon, attendez, là, vos petites coutumes, là, où on boit encore un petit peu de bière en Indonésie, etc. Oui. Non, c'est fini. Il y a un islam, et c'est celui-là. Et d'ailleurs, on le voit bien avec les tendances qu'on a pu constater
constaté en France et en Occident qu'on a connu une radicalisation au sein des populations musulmanes. Pour le grand drame, pour nous, mais également pour les musulmans modérés, mes concitoyens. Pas tous, loin de là, sont tombés dans le panneau, enfin dans ce panneau-là. Bien évidemment, loin de ça, bien sûr. Alors justement, donc il y a ça, donc il y a il prône un islam rigoriste, et ensuite... Il y a un troisième, c'est qu'il prône la réécriture de l'histoire. En disant, voilà, il faut qu'on réécrit l'histoire pour donner un sens d'appartenance et de fierté, pour bien expliquer, d'ailleurs, les horreurs du colonialisme, mot que je cite de leur charte. Donc, unifier ce peuple par une histoire commune, mais aussi par un rejet commun, en fait, on le lit en creux, contre l'Occident. Contre l'Occident. Voilà. Alors justement, donc là, ça a été signé il y a 23 ans, très exactement, cette charte de Doha, enfin ce protocole, vous l'appelez. Et aujourd'hui, 23 ans après, et on peut dire qu'il a suivi son cours, où on en est, d'après ce que vous avez vu, d'après ce que vous constatez. Bah écoutez, quand j'ai commencé à décortiquer cette charte de Doha pour écrire ce livre, je me suis dit, je vais prendre en fait comme source tous les événements qui se sont passés depuis 20 ans en France et en Europe pour démontrer que cette charte, en fait, elle se déroule. Et depuis qu'elle a été mise en place, les événements qui se sont passés, que ce soit en France ou en Europe, montrent très bien que ça suit directement les préconisations, les accords qui ont été signés en 2000 par les 54 pays à Doha. Exemple. Écoutez, exemple. Parce qu'ils ne prônent pas, Charles, eux ne prônent pas le terrorisme. Non. Il prône absolument pas le terrorisme. Par contre, il prône le séparatisme et il prône le communautarisme. Donc, par exemple, dans le cadre des écoles, ils disent très clairement que l'école occidentale, et ils visent directement la France, l'école occidentale a rejeté les musulmans. L'école occidentale n'a pas fait son travail, n'a pas respecté la culture et la dignité des musulmans, et donc ils prônent la création d'écoles islamiques pour donner une éducation dans le cadre des traditions et des valeurs de l'islam. Donc ça, c'est un exemple très clair de séparatisme, d'accusation d'abord que la France, le modèle français d'école pour tout le monde n'est pas accepté, mais également en disant non, nos enfants seront éminemment mieux éduqués dans des écoles islamiques. Le protocole parle de laïcité, je vous demande. Oui, ils disent que la laïcité, c'est les mots exacts, je ne les ai pas en tête, mais ils disent que la laïcité est au détriment en fait de l'éducation de l'enfant musulman, donc de l'enfant musulman selon eux. Encore une fois, soyons très clairs, Monsieur Berkoff, je critique l'islam radical, l'islam intégriste et absolument pas du tout l'islam qui est entièrement compatible en tant qu'elle, bien sûr. Donc oui, la laïcité ne permet pas, ne respecte pas les valeurs islamiques des enfants musulmanes et donc est au détriment en fait de leur éducation dans les systèmes. On parle beaucoup de donc c'est l'éducation, la culture, c'est-à-dire réapprendre cette identité, quoi. En fait, promouvoir l'identité islamique telle qu'ils la voient. Exactement. Alors que nous dirigeants disaient s'efforcer pour aller pour libérer, pour donner l'esprit critique à tous les enfants français, nous avons un contre-courant, un mouvement qui a pris pied en France, qui fait exactement le contraire. Il dit non, on va surtout pas libérer l'esprit des jeunes musulmans. Au contraire, on va les isoler et on va les faire appartenir à leur religion plutôt que à la France ou aux valeurs occidentales ou à une ouverture d'esprit, à une liberté, à un esprit critique, comment nous l'enseignons dans nos écoles. Est-ce qu'on sait à peu près, je ne sais pas un chiffre exact, combien d'argent a été déversé dans ce programme depuis pas savoir, mais non, de l'ordre, je parle d'ordre de grandeur, je ne vous demande pas un chiffre exact. À votre avis, des dizaines de milliards, oui, parce que vous savez, c'est très opaque. Le Qatar avait créé à un moment donné Qatar Charity.
Qatar Charity. Qatar Charity, une ONG par lesquelles ils transféraient l'argent. C'était Mal Bruno et Chénaud qui ont écrit ce fameux livre Qatar Papers, qui dénonçait et qui montrait les documents de financement indirect par le Qatar à travers de cette ONG de mosquées en France. Exactement. Bon, depuis cette association. De lycées, etc. Lycée Averroès, lycée, mais aussi la mosquée de Tourcoing, si je me souviens bien. Donc il y a de l'argent qui arrive partout. Et il faut que les Français comprennent. Je suis également élu local, par exemple, à Abbeville, et il y a eu un projet de construction de mosquée. Bon, bien sûr, dans un quartier résidentiel. Et moi, j'étais très interpellée que la cagnotte qui avait été montée par l'association pour la construction de ce mosquée-là, il affichait en 2019 15 000 et quelques euros. Et quand j'allais interroger les autorités, je disais, mais est-ce que vous avez regardé d'où vient l'argent, en fait ? Non, mais c'est pas... Les associations sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui, attendez, d'accord. Mais ils ont 40 membres, 15 000 euros. Comment vont-ils pouvoir faire une mosquée pour 300 personnes ? 299 selon le permis de construire. D'où vient l'argent ? Et on voit qu'il y a des espèces de blocages administratifs, et idéologiques, je ne sais pas quoi. Mais tout le monde dit, non, c'est à la liberté associative. On ne peut pas aller se mêler de ça. Se mêler ça, oui. Ça, c'est Abbeville, mais combien d'autres villes, beaucoup bien plus grandes, ont... Alors, comment vous expliquez, alors on parlait hors antenne avec vous, comment vous expliquez les avantages qu'ont donné d'abord l'Union européenne en général et la France en particulier au Qatar ? Bon, écoutez, je vais citer quelques exemples très récents, très récents. L'ouverture de l'espace aérien du Qatar. Bon, Qatar, c'est... Donc, ça fait dire toutes les compagnies aériennes européennes, accès libre à l'espace qatari et vice-versa. Et vice-versa. Sauf que d'un côté, on a toute petite pointe sur la carte avec donc 3 millions d'habitants, et d'autre côté, on a des centaines de millions d'habitants en Europe avec des grandes villes, et bien sûr, c'est complètement démesuré. Donc, Air France à l'époque avait des syndicats d'Air France avaient d'ailleurs signalé qu'il constituait une concurrence tout à fait déloyale pour les compagnies aériennes européennes et notamment Qatar Air France. Airways et compagnie. Exactement. Ensuite, les visas. Les visas. Écoutez, 2022, exemption de visa pour les Qataris pour venir dans l'espace européen. Exemption totale de visa. Oui. Exemption totale du visa. C'était même mis dans la même délibération que le Koweït. Je venais d'être élu et j'ai déposé un amendement de retrait pur et simple en disant, écoutez, l'argent n'achète pas tout. Pourquoi eux ? Pourquoi pas d'autres ? Comment ? Et ça, c'était bien avant ça. Pourquoi le Qatar spécifiquement ? Pourquoi le Qatar ? Enfin, je veux dire, entre d'avoir des contraintes de visa très fortes et de pas de visa du tout, il y a un tas d'autres possibilités. Visa sur... Donc vous avez beaucoup de Qataris installés en Europe, voilà. Ils font ce qu'ils veulent, voilà. Et puis ça. D'accord. Donc ça, ce sont deux exemples très forts d'avantages directs donnés au Qatar pour des raisons. Et parlons, attendez, on va prendre une petite pause et on va parler de la France quand même, parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne, il y a la France. Oui, et puis on prendra vos questions au 0826 300 300, toutes vos questions pour la députée européenne qui est avec nous. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkhof dans tous ses états. Et quand les Qataris parlent au français, ça donne quoi ? Alors justement, parlons-en. Patricia Chénaud-Clevert, députée RN au Parlement européen, auteur de ce Qatargate. Alors, il y a, vous avez dit, effectivement, les avantages donnés au Qatar, et c'est vrai, et pas aux autres pays, parce qu'on aurait pu dire, oui, pourquoi pas l'Égypte, pourquoi pas le Maroc, l'Algérie, enfin l'Algérie c'est encore autre chose, la Tunisie, etc. Mais parlons de la France. Alors, la France aussi, il y a eu des avantages spécifiques donnés au Qatar spécifiquement. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu sous le président Sarkozy des exonérations données aux Qataris en matière de plus-value, exonération de plus-value sur les ventes immobilières. C'est-à-dire exonération totale. Exactement. D'ailleurs, je vais citer le magazine Marianne qui a publié donc la semaine dernière un article
exactement sur ce sujet. Vous achetez de l'immobilier, vous le revendez, et sur les bénéfices, vous ne payez pas d'impôts quand vous êtes Qatari. Un autre exemple, les Qataris sont exonérés de l'ISF pendant 5 ans. Monsieur Sarkozy, impôt sur la fortune, exonéré par Monsieur Sarkozy pendant 5 ans. Les 5 premières années qui viennent en France. Ouais. C'est quand même formidable tout ça. Et pourquoi pas pour les Français en fait? Pourquoi est-ce que les Français payent impôt et qu'on ouvre la porte comme ça? Il n'est plus. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Mais je veux dire, à l'époque, il existait. Les Français payaient, mais les Qataris ne payaient pas. Donc, voilà un des multiples avantages qui, bien sûr, avaient leur contrepartie, parce que pendant qu'on avait les financements directs et indirects du Qatar qui finançaient l'islam radical en France, des mosquées. Écoutez, il fallait bien contenter quand même quelque part les Français et donner une image de modernité, et du soft power qatari s'est mis en œuvre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Qatar a fait beaucoup dans le sport. Ils ont eu l'attribution du Coupe du Monde, d'ailleurs, qui est toujours en procès. Pareil, sous la présidence. En 2022, c'était là. Exactement, mais qui a été accordé sous la présidence déjà. Ça a été décidé sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et le procès est toujours en cours avec Platini sur les conditions de l'attribution au Qatar. Mais le PSG, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Ouais. Et les t-shirts que portent des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'enfants en France. Oui. Qatar Airways, mais quel coup de maître! Ça donne un sentiment de modernité. Vous êtes là, vous êtes sur les terrains de sport des écoles. Les gamins le portent dès qu'ils peuvent, sont devant la télé en train de regarder les matchs de foot avec un t-shirt Qatar Airways. Oui, mais Patricia, attendez, c'est le PSG privé, le PSG a le droit d'être acheté par n'importe qui, tant mieux pour le Qatar, mais regardez, il y a eu les Russes qui avaient telle ou telle équipe de football et compagnie, tout le monde l'a fait ça. Oui, je ne peux pas le reprocher au Qatar. Non, je ne peux pas le reprocher au Qatar. Ils ont le droit de... Voilà. Exactement. Et vous dites qu'ils l'ont très bien, fait. Mais bien sûr, mais bien évidemment. Un des grandes stratégies du soft power, parce que il y a de soft power, c'est Al Jazeera, donc la chaîne de télévision, par exemple, qatari, a fait partie de ça, a ramené cet islam. C'est une chaîne qatari assez radicale qui a un programme, la famille islamique, diffusé toutes les semaines. Et puis il y avait le célèbre prédicateur El Qaradawi. Exactement. Qaradawi qui disait, voilà, et qui faisait son émission, qui arrive dans tous les foyers des gens qui sont maintenant branchés sur les satellites. C'est écrit dans la stratégie. C'est écrit en disant il faut que nous ayons nos chaînes d'information. Il faut que nous profitons des nouvelles technologies. Il faut que nous formons des journalistes pour prêcher le vrai islam dans tous les foyers des musulmans qui sont en Occident et en France. C'est écrit. Mais l'idée, vous dites, le but, c'est de former une espèce de communauté islamique au sein de l'Occident, au sein de... Voilà. Qui rejoindrait, enfin... Voilà, oui, mais c'est toujours sous le nom de la Oumma Islamiyya. Exactement. Qui veut dire la terre et la mer, comme vous le savez en arabe. Oui, exactement. Mais ce qui est extraordinaire dans tout ce que vous racontez, on va en prendre nos auditeurs plus tard, quand même, Patricia Chagnon, c'est que comment, je veux bien, ce pays a de l'argent, ce pays a des pétrodollars par milliard, mais comment ça se fait que ce soit là, il y a beaucoup d'autres pays qui ont quand même des milliards également, et même peut-être plus que le Qatar. Comment a-t-il réussi cette extraordinaire percée, que ce soit sur le plan du software, le sport, la télévision, les symboles et les grands symboles, et en même temps l'éducation, les écoles, les mosquées, etc. C'est quand même une sacrée performance, quel que soit comment on peut la juger. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une grande réussite pour le Qatar et les frères musulmans. Voilà, c'est une grande réussite. Ils se sont trouvés et ce mariage de raison a très bien fonctionné. Les frères musulmans ont la main sur la plus grande partie, ont une influence grandissante en Occident sur des mosquées et sur des populations
sur des quartiers entiers avec les populations musulmanes, au détriment des musulmans modérés d'ailleurs, qui en souffrent terriblement dans ces quartiers-là, parce qu'une fille qui n'est pas voilée dans certains quartiers ne peut plus sortir parce qu'elle est traitée comme quelqu'un qui n'a pas la foi, qui renie sa religion, etc. C'est terrifiant pour les populations et pour les populations musulmanes qui sont pas des musulmans intégristes, de vivre avec ça dans leur quartier. Nous, on le fait pas, mais moi j'ai des témoignages, bien évidemment, de jeunes femmes, de femmes, de familles, ils vivent l'enfer. Donc oui, ce mariage a très 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 bien réussi. Et effectivement, a réussi aujourd'hui à donner un pouvoir politique au Qatar, aux frères musulmans, sur la politique nationale en France, sur l'Union européenne. Et vous le voyez bien que avec les tragédies qui se sont produites en Israël, avec le conflit aujourd'hui, Gaza et tout ça, oui, exactement. Vous voyez qu'il est là, le Qatar est là pour négocier. Oui, il fait le médiateur aujourd'hui. Exactement. Ouais. Tandis qu'il héberge le Hamas à Doha même. Les leaders du Hamas, oui. Voilà. Donc un coup, on va libérer les otages, et un autre coup, on est avec le Hamas. Donc on voit très bien. Il y a un mot en arabe pour ça, hein, ça s'appelle un peu la taqiya, la dissimulation. L'art de la dissimulation. On ne dit pas ses véritables intentions, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui le pouvoir de ce petit État est énorme, non seulement au sein du monde musulman, au sein du monde arabe, mais même jusqu'en Europe. Mais alors, est-ce que nous avons Nous avons une question sur les réseaux sociaux qui nous dit sur le lobbyisme au Parlement européen, comment ça se manifeste? Est-ce que ce sont des hommes qui sont présents lors des réunions? Est-ce que c'est des hommes accrédités? Comment le lobby se manifeste physiquement? Est-ce qu'ils sont accrédités à venir séjourner au Parlement européen? Comment ça se passe? Alors, moi je suis assez naïf de ce côté-là. J'ai été élu et j'ai eu un courrier de l'ambassadeur du Qatar, m'invitant à le rencontrer. Donc, très beau papier, tampon, enfin, tout ce qu'il faut. Oui, madame, vous venez. Et je suis dans la commission de Libé, donc Liberté Civile, au Parlement Européen, donc une commission éminemment politique qui est notamment à traiter de ces problématiques de visa, d'exonération de visa, d'espace d'ouverture, de l'ouverture de l'espace aérien, etc. Et bien sûr, je ne suis pas allée. Et mes collègues me disaient, mais pourquoi tu n'y vas pas? Je dis, mais moi, je n'en parle pas. Parce que même si j'y vais, ma présence va être instrumentalisée d'un côté ou l'autre. Elle n'a pas compris, elle n'a pas écouté, je ne sais rien. Je ne veux même pas parler, en fait. Donc, j'ai été relancée par Internet. Enfin, j'ai gardé les documents que je peux produire, bien évidemment. Alors, comment ça se manifeste? Oui, ça se manifeste. Vous êtes nouvel élu. On va vous rencontrer. On va vous parler. Donc, il y a des gens qui sont là. Bien sûr. À part de ça, il y a des lobbyistes tout à fait officiels. Et pas uniquement pour le Qatar. Non, il y a des associations, il y a des ONG, il y a des lobbyistes qui ont leur bureau au sein du Parlement, de grands pharma, etc. Ils sont là. Ils sont là. Alors, moi, il y a une question quand même. Je voudrais revenir au Parlement européen. Comment ça se fait? On a parlé de ces valises, on a parlé d'autres choses. En fait, j'ai une double question. D'abord, est-ce que, à votre avis, vu ce qui se passe dans la vie politique en France, est-ce qu'il y a des politiques qui sont plutôt, en tout cas, acceptent cette espèce de coexistence, pour ne pas parler de collaboration, avec effectivement ce mouvement culturel, en disant, mais écoutez, voilà, c'est comme ça, c'est la démographie, on peut pas faire autrement, la France est diverse, c'est la diversité, donc acceptons ce mouvement culturel, enfin, pour la vie culturelle. Et l'autre question, mais vous pouvez commencer par l'une ou par l'autre, comment il se fait que le Parlement européen, on a l'impression de retrouver les SMS entre Bourla et Ursula von der Leyen, comment il se fait que, comme pour le Covid, silence, il n'y a rien à voir, circuler. Oui, c'est à la fois surprenant et ce n'est pas surprenant. D'abord, le Parlement se protège. Et moi, je pense que il y a dans le cadre du Qatar, il y a des compromissions à la fois financières, mais aussi
idéologique. Donc il y a ceux qui ont bénéficié de l'argent, ceux qui des députés, des parlementaires et tout ça. Des ONG, etc. Ouais. Et ensuite, il y a une complaisance idéologique. Ceux qui croient que l'Europe doit être ouverte aux quatre vents, ceux qui sont immigrationnistes, ceux qui nous rabâchent à longueur de la journée qu'on devrait se culpabiliser pour notre passé, ceux qui veulent déboulonner les statuts, ceux qui sont dans ce mouvance wokiste anticoloniale. Exactement. On le disait en même temps, attention. La mouvance wokiste qui nous vilipende pour tout ce qui est historique, nos attaches. Bah, écoutez, ils sont dans une compromission idéologique. Donc en fait, on est pris dans une tenaille entre ceux qui financièrement ont profité du système ou qui ont, je sais pas, les investissements qataris auraient très bien pu servir. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure d'immobilier acheté. Oui, c'est peut-être aussi très utile économiquement, mais il y a une tenaille financière de fermer de l'autre côté avec des compromissions idéologiques. Je vous pose une question brute de décoffrage avant de recevoir, je crois, Sandrine Esteban, mais est-ce qu'il y a, à votre avis, beaucoup de députés, qu'ils soient français ou européens ou autres, enfin, ou associations corrompues, disons, qui ont touché? Dans cette affaire ou en général? Par rapport au Qatar. Par rapport au Qatar, moi je pense qu'on a levé à peine le voile sur l'affaire. Et c'est pour ça qui me permet de répondre à votre deuxième question. Pourquoi on n'en parle pas plus? Écoutez, il n'y a aucune enquête interne au Parlement européen. Jean-Paul Garot, chez nous, l'a réclamé. Nous avons réclamé une enquête sur ces histoires de corruption présumées tout de suite. Et il n'y en a pas. Alors on parle, il n'y a aucune enquête. Exactement. Et heureusement qu'il y a des juges belges. Heureusement qu'il y a des juges belges qui ont diligenté l'enquête, parce que je pense que si on laisserait faire le Parlement européen, ce ne sera pas impossible du tout, un peu comme avec le Covid, qu'on essaye de mettre la poussière sous le tapis et on va au plus vite possible passer à autre chose. Esteban. Allez, on marque une courte pause sur Sud Radio, après on accueillera Sandrine qui nous appelle au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h48 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec la députée européenne Patricia Chagnon qui vient nous parler du Qatar Gate. Et puis nous accueillons Sandrine qui nous appelle depuis le Lot-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité et meilleurs vœux à tout et à toute l'équipe aussi. À vous de aussi. Radio. Ouais. Alors moi j'ai une question, alors j'ai plusieurs questions mais il faut pas que je tombe hors sujet. La première c'est par rapport à la drogue, voilà. Je veux dire, tout ce qui se passe en France, l'Europe, tout ce qui se passe aussi dans nos banlieues, même pas forcément dans les banlieues, même dans les campagnes aussi, parce que je suis à la campagne. Le Qatar, il est quand même relativement pour quelque chose, et comme on parlait de certains députés corrompus, je pense que tant qu'il y aura, à un moment donné, il faudra peut-être faire la chasse un peu à tout ça, en particulier des hauts par rapport au bas, et ça permettrait un petit peu de faire du grand ménage, je veux dire, dans nos pays, ainsi que l'Europe. Et je trouve qu'il y a une... Par rapport à la drogue aussi, et là, cette radicalité. Moi, quand on regarde un peu ce qui se passe en Afghanistan et ce qui se passe un peu partout, il y a ce point de vue, on veut dire, au lieu de parler d'agriculture, de recadrer les choses comme il faut, d'un point de vue alimentaire, ils ne vivent que par ça, par cette drogue ils exploitent des exploitations de pavots, tout ça. Voilà. Et après, une autre question par rapport à l'Arabie Saoudite, je voulais savoir, c'est quand même, ils sont pas très amis tous les deux, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Pas vraiment. Voilà. Pas vraiment. Et l'Arabie Saoudite, est-ce que il y aurait un intérêt à un moment donné, parce qu'on a l'impression qu'il y a un visage qui est en train de tourner dans l'Arabie Saoudite. Est-ce que ça pourrait être peut-être nous les Occidents, parce qu'on nous prend toujours pour des méchants, à un moment donné peut-être de s'appuyer peut-être un peu avec l'Arabie Saoudite. On en parle Sandrine. D'abord, est-ce que merci. Est-ce que on n'a pas du tout parlé de drogue. Est-ce que la drogue, je dirais vis-à-vis du Qatar encore, on va parler d'Arabie Saoudite, mais vous jouez un rôle où c'est absolument pas, sauf on sait très bien l'économie parallèle dans nos cités, etc. Mais dans le cadre de ce que vous évoquez dans votre livre, parce que restons là-dessus, dans le cadre de ce protocole de Doha, est-ce qu'il y a, je dis un non-dit, bien sûr qu'on ne va pas l'écrire, ou pas?
Non, il n'y a aucune. Non, il y a aucune mention sur la drogue ou les trafics, etc. Comme on disait tout à l'heure, pas non plus pour en ce qui concerne du terrorisme ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est vraiment culturel, religieux et historique qu'on essaye d'influencer et d'écrire cette charte. Oui. Alors, bon, au-delà de l'Arabie Saoudite, c'est vrai que ce serait une émission à faire sur l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je voudrais qu'on parle un peu d'immigration. Parce que, alors, le sujet de l'immigration, parlons pas de la drogue, vous avez répondu, est-ce que le sujet de l'immigration est clairement évoqué ou pas du tout, ou c'est un peu le dessin caché de la tapisserie dans ce protocole de Doha? Dans le protocole de Doha, l'immigration est très clairement évoquée. Il est très clairement marqué que l'Occident souffre de taux de natalité trop basse. C'est écrit, ça. C'est écrit, et que les immigrations sont là pour rester et pour venir en Europe. Donc on parle clairement d'immigration et on parle clairement d'accueil. À encourager. Et à préparer l'accueil avec des mosquées qui vont pouvoir intégrer tout de suite. Et des écoles, etc. Exactement. Donc on voit bien que le protocole de Doha, d'ailleurs, il mentionne aussi qu'il faut s'appuyer sur les institutions européennes. C'est écrit noir sur blanc. S'appuyer comment, c'est-à-dire? C'est un peu utiliser les... Exactement, mais c'est marqué, je vous montrerai la page tout à l'heure, mais c'est clairement marqué que dans le cadre de cette stratégie, il faut chercher des amis, il faut chercher, parce qu'ils disent, voilà, tout le monde n'est pas contre l'islam parmi les Occidentaux, donc il faut chercher des amis et s'appuyer sur des institutions comme notamment l'Union européenne. C'est marqué. Mais l'immigration, oui, quand j'avais lu ce livre-là il y a des années, et quand je l'ai rélu en commençant à écrire, en fait, quelque chose m'est tout de suite venu à l'esprit. En disant, ok, on a la corruption pour les visas, pour des avantages, mais c'est des peanuts, ça. C'est pas très grand. Et qu'est-ce qu'il en est, en fait, de toute la politique immigrationniste qui nous est dictée par l'Union européenne? Qu'est-ce qu'il en est de ce pacte d'immigration qui, tandis que tous les peuples en Europe votent pour avoir moins d'immigration, pour maîtriser, exactement, pour maîtriser l'immigration, le pacte d'immigration de l'Union européenne qui dit on va se battre contre l'immigration illégale. Oui, mais en fait, ils vont se battre contre l'immigration illégale en légalisant l'immigration illégale. Donc, en fait, ce pacte d'immigration va encourager des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes de venir en Europe. Et moi, je me pose aujourd'hui la question, à quel point est-ce que cette politique de submersion migratoire de la France et de l'Europe a pu être influencée de l'extérieur de l'Europe, peut-être par de l'argent, directement ou indirectement, venant des réseaux d'islam intégriste? C'est la question que vous posez. Ah oui, très sérieusement. Quels sont les facteurs qui font que, effectivement, les peuples se posent beaucoup de questions, mais les gouvernants, apparemment pas? Voilà. Même si on fait une loi sur l'immigration, comme vous le savez, que Gérald Darmanin en parle, vous dites c'est de la fumée, ça. Bah écoutez, je dis pourquoi pas un référendum? Pourquoi pas un référendum? Si vous êtes en train de décider de choses aussi importantes que l'avenir démographique et culturel de mon pays, de notre continent, mais pourquoi on ne passe pas par un référendum? Pourquoi est-ce qu'on dicte ces genres de choses? Pourquoi est-ce qu'on dicte ce pacte d'immigration? Pourquoi on accélère l'immigration? Il y a autre chose. Je suis pas plus intelligente que les autres, donc ils savent très bien qu'ils vont pas se faire élire sur ce type de mesures. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui fait qu'on a la promotion du hijab, le hijab à liberté au niveau du Parlement européen? Qu'est-ce qui fait qu'on finance vous avez vu que Gabriel Attal a arrêté la baya quand même. Il a arrêté la baya, espérons qu'ils allons beaucoup plus loin. Et il a arrêté la baya, et je m'en réjouis, bien évidemment. Mais je pense que tous les Français sont bien d'accord avec moi que la problématique n'est pas limitée à la baya. Si notre seul problème avec l'islam radical était la baya, on serait très, très heureux aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, ce que vous dites...
en fait, c'est qu'il y a eu un formidable, un très beau coup de pénétration, en tout cas du Qatar. Il n'y a pas que le Qatar. Et que effectivement, ça donne un sacré portrait. Et dernière chose, ça donne un portrait quand même assez bizarre et contrasté de l'Union européenne. Bien évidemment, les réseaux qataris, on va pas dire directement les Qatars, les réseaux qataris, les réseaux fréristes, effectivement, se sont décidément émissés jusqu'aux plus hautes sphères de l'Union européenne. L'image que ça donne, oui, encore une fois, vous savez, on contrôle absolument pas les seuls élus légitimes dans toute cette structure derrière les verreries là à Bruxelles. Ce sont les parlementaires européens qui ont finalement le moins à dire, parce que c'est bien la Commission et le Conseil qui ont le plus à dire, et où on a très peu de contrôle. Donc effectivement, ça pose beaucoup de questions. Moi, je suis profondément attachée à la démocratie, je suis profondément attachée au contrôle démocratique et à la sanction, le respect de la voix des Français. Mais effectivement, du moment où on délègue tout à des espèces de structures incontrôlables, voilà où on arrive. C'est tout le problème quand le législatif n'existe plus face à l'exécutif. Eh ben oui. Merci Patricia Chagnon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée Identité et Démocratie au Parlement européen et surtout auteur de ce livre Qatargate, le résultat de plus de 20 ans d'ingérence, de complaisance idéologique et financière. Et on rappelle que ce livre est disponible gratuitement en téléchargement sur le site qatar-gate.fr. On va se retrouver demain sur Sud Radio, André Berkoff, entre midi et 14h comme tous les jours. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.